Il est l'un des grands noms du polar à la française, celui dont des dizaines de milliers de lecteurs attendent chaque nouveau livre. Le dernier en date s'intitule « Au soleil redouté ». Michel Bussy a accepté notre invitation. Soyez bienvenue. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, c'est qu'il y a un divorce que je ne m'explique pas bien entre la littérature populaire au sens le plus noble de l'adjectif et les émissions culturelles. Les gens de votre stature, de votre standing, vous vendez 1 million de livres par an, en général, ne veulent pas se confronter à une certaine forme de critique. Et vous, je sais que vous avez même annulé des invitations pour être présent parmi nous ce soir. Je vous en remercie à nouveau. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous confronter à la critique et pas vous contenter du million de lecteurs qui vous suit chaque année? Non, mais moi, mon origine, je suis universitaire. Hein. J'ai été prof de géo à l'université. Donc la controverse, qu'elle soit scientifique ou culturelle, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors votre dernier livre s'intitule « Au soleil redouté », très beau titre. Et « Au soleil redouté », c'est aussi le nom d'une pension de famille aux marquises, qui ont été peintes par Gauguin, qui ont été chantées par Jacques Brel. Il en est d'ailleurs question dans le livre. Et il y a 5 femmes qui ont gagné un concours et qui suivent donc un atelier d'écriture qui est animé par un auteur, pas vraiment dans votre genre, mais un auteur très populaire aussi. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans les marquises? Pourquoi ce lieu? Alors d'abord, ce qui m'a intéressé, c'est de créer un huis clos avec un nombre d'acteurs limité. Donc ce sont les pensionnaires d'Au soleil redouté, les lectrices et puis les gens qui se trouvent aux marquises à ce moment-là. Et donc c'est le côté Agatha Christie d'Iptin, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de coupables limité, un crime, peut-être d'autres, et évidemment le lecteur va réduire le champ des possibles au fur et à mesure. Donc on est dans un whodunit classique. Donc j'avais besoin d'une île. Alors j'avais le choix entre une île imaginaire, une île comme l'a fait Agatha Christie avec son île aux Nègres. Et là, j'ai choisi les Marquises qui s'est vraiment imposée parce que je voulais une île très très lointaine. Vous y êtes allé quand même? Oui, j'y suis allé. Alors, ça sent. Fortement. Ça sent. Voilà. Et donc une île très très lointaine. On dit que les Marquises, c'est l'archipel le plus isolé du monde, qu'on est quand même déjà à 4 heures d'avion de Tahiti et à 6000 km du premier continent. Donc il y avait cette idée qu'évidemment, une fois qu'on est là-bas et qu'un crime se produit, il faut se débrouiller tout seul, quoi. Et on se pose la question, quand on écrit une histoire comme Les 10 petits nègres, est-ce que quand on l'écrit, on commence par la fin et soi-même on dit tiens voilà quel sera le coupable et on remonte, ou alors on va dans l'ordre? Obligatoirement. Enfin, évidemment, je suis persuadé qu'évidemment Agatha Christie pour Les petits nègres savait exactement où elle emmenait son lecteur. Et vous? Et je n'ai inventé ce roman que quand j'avais effectivement l'ensemble de la trame. D'ailleurs, ça se passe sur les Marquises, ça aurait pu se passer ailleurs. Comment dire? C'est un roman qui fonctionne sur une manipulation. Et cette manipulation, évidemment, elle est à la base même du roman. Et tout le reste, y compris les personnages, ne sont là quelque part que pour alimenter cette machine d'artillon. Non, parce que celui qui anime l'atelier d'écriture commence par disparaître, et puis il y a un premier meurtre, et ensuite j'ai tourné les pages jusqu'à la fin, je suis tombé, voilà. Vous m'avez fait plonger dans votre livre. Mais je reviens un peu en arrière, parce que votre destin d'écrivain a connu des péripéties presque aussi impressionnantes que vos intrigues. C'est-à-dire vous avez commencé par un premier roman refusé, vous avez attendu très longtemps avant d'en publier un, et en plus c'était des presses universitaires, donc c'est un peu étrange, et le succès est venu bien après. Et je voudrais savoir si, dans votre approche de l'écriture ou de votre carrière d'écrivain, il reste quelque chose de ces débuts atypiques, une forme d'humilité ou de doute? Je pense que le fait de commencer à avoir du succès ou même publier un premier roman après 40 ans, voire 50 ans, fait que notre vie est construite. Plus, moi, voilà, j'avais une vie tout à fait ordinaire et dont j'étais pleinement satisfait. Donc, du coup, on ne construit pas sa vie en fonction du roman. C'est-à-dire que c'est une espèce de bonus extraordinaire. Est-ce que vous êtes sur la ligne de celui qui anime l'atelier d'écriture? Il a un slogan, il dit « Il n'y a pas de talent, c'est le travail ». Moi, je doute un peu de la chose, mais enfin, est-ce que vous êtes sur cette ligne? Qu'il faut être laborieux, il n'y a pas de génie? Non, je pense qu'il y a vraiment les deux, mais il y a 3 choses. Il y a effectivement forcément une part de talent, il y a une part de travail. Je pense qu'il y a une part de persévérance. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu ne jamais être écrivain si, quand mon premier manuscrit était refusé, j'étais dit tant pis, voilà, je finis prof de fac et c'est pas grave. Et effectivement, il y a cette persévérance qui fait qu'à un moment donné... Frédéric Dard avait cette très belle phrase, il disait « C'est en écrivant qu'on devient écriveron ». Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et je suis persuadé qu'il y a des tas de manuscrits géniaux qui dorment dans des tiroirs parce que les gens avaient le talent, avaient le travail, mais simplement pas la persévérance de se dire j'ai été refusé une fois, je vais recommencer, etc. Alors moi, Michel Bussy, j'ai aimé ce livre parce que je suis tombé, voilà, vous m'avez capturé, j'ai pas pu m'arrêter avant la dernière page, mais je ne suis que le modeste animateur de cette émission. Mon avis compte peu au fond, c'est seulement les chroniqueurs qui vont faire ou défaire votre livre, et on commence par Catherine. Scandale. Alors, il se trouve que j'ai été aux Marquises.
que j'ai vu les tombes de Brel et Gauguin, j'ai vu les statues marquisiennes, les fameux tikis. Qui joue un rôle important dans le Qui livre. jouent un rôle important, qui font un peu peur, mais qui en fait sont plutôt des esprits bénéfiques qui éloignent les mauvais esprits. J'ai vu le sable, oui, mais en général. J'ai vu le sable noir, j'ai vu cette forêt tropicale dont vous parlez, qui est d'ailleurs une des rares forêts primaires de la surface de la Terre. Et puis bien sûr ces marquisiens très trapus, qui sont très gentils, mais quand on les croise dans la forêt avec leur truc, on se dit... Et à part vos vacances, Catherine, est-ce que... J'espère- non, mais je parle du livre là. Je parle du livre. Voilà. Je parle Il y a du un livre. avis sur le livre qui va apparaître Soyez à un patient, moment. soyez patient, je parle du livre. Et donc tout ce décor, toute cette ambiance, j'y arrive, crée donc en effet une ambiance assez étonnante, assez envoûtante, un peu collante, et vous en rajoutez une autre dimension inquiétante. Comment avez-vous décidé, à quel moment avez-vous décidé de camper une intrigue dans ce lieu qui s'y prête à merveille? Il y avait les deux, c'est-à-dire que évidemment les marquises, on connaît quand même un certain nombre de choses sur les marquises, et quand j'ai décidé de dire tiens mon roman va se passer en marquise et que moi-même je suis allé aux marquises pour vérifier sur place, évidemment j'avais déjà des petites idées derrière la tête entre le tatouage, entre les tikis, entre les pétroglyphes qu'on retrouve, entre le cannibalisme, enfin toutes ces... et puis évidemment Brel derrière et Gauguin. Donc il y avait quand même beaucoup d'éléments qu'on retrouvait sur Ivaoa, qui est cette île des Marquises, et qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres îles de Polynésie, ou effectivement qui sont magnifiques, mais où l'histoire est finalement Marquise, il n'y a pas ordinaire. d'atoll, il n'y a pas le sable blanc, voilà, donc c'est des îles assez brutes. Hein, quand on y arrive, ça se et puis il y a cette culture, c'est-à-dire qu'on l'oublie parce qu'on est français, et parfois même on ne sait pas si les marquises sont en France, mais il y a un véritable ethnocide, c'est-à-dire que les marquisiens, ils étaient 100 000 quand les Européens sont arrivés, à peu près vers 1900, et ils étaient 2000 un siècle après. Donc c'est quand même toute une culture très particulière qui a quasiment été éradiquée, qui renaît aujourd'hui. Et donc il y avait aussi dans ce roman cette idée de se dire, tiens, c'est intéressant de se pencher sur cette culture marquisienne qui, je suis sûr, va revenir au goût du jour. Rien que les tatouages, déjà, sont des éléments extrêmement connus. Il y a 30 ans, on ne parlait quasiment pas de tatouage marquisien. Sandrine. Oui. Alors moi, j'aimerais revenir un peu sur les chiffres. Michel Bussy, vous êtes le deuxième auteur le plus lu en France, encore l'année dernière, Derrière Guillaume Musso. à chaque fois. Si vous Mais pouviez qu'est-ce passer qu'il devant, a de plus vraiment, que ce serait- vous, ce Guillaume Musso. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le Poulidor. Bon, les gens, ils préféraient Poulidor C'est vrai, qu'Anquetil, donc voilà, donc, à la limite, voilà. Il a vécu plus longtemps. Il a vécu plus longtemps, En plus. Poulidor. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a de plus que vous, sérieusement? Non, mais en plus, Guillaume, on se connaît un petit peu, on s'apprécie beaucoup. Ça vous fait et- marrer, non? Hein Ça vous fait rire, ces classements, non? Ou c'est- Non, c'est pas. Bah, déjà, il est très loin de moi, enfin très loin devant moi, donc quelque part, il n'y a pas cette Mais après idée cette que émission, tout va voilà. changer. Voilà. Non, mais ce que j'aime bien, c'est Guillaume Musso, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement discret, qui n'apparaît pas dans les médias, qui fait son livre, et donc il n'y a pas ce côté pipolisation. Et donc je suis très admiratif de ça, parce qu'en étant le premier vendeur depuis 10 ans, il pourrait très bien se dire, voilà, j'écrase tout le monde, et en fait, pas du tout. Il reste très discret là-dessus. Mais Donc c'est ça qu'il a en j'apprécie plus beaucoup. C'est Et- ça son non, pied, je pense que c'est le point commun qu'on a. Et vous pouvez nous dire, on est entre nous, c'est quoi la recette pour faire un best-seller en 3 points et comme Ouais. ça, ce sera... Voilà, Ça a l'air d'être une blague, mais comment on obtient à coup sûr un best-seller? Parce que là, vous n'avez plus de zigzag, il n'y a plus d'échecs, et puis un livre qui marche et l'autre qui ne marche pas. On dirait que vous avez une recette. Alors, Dites-nous. la recette, ça peut être un mot négatif ou positif. Est-ce qu'il y a une recette? Il n'y a pas de recette parce qu'en fait, il y a vraiment les deux cas. C'est-à-dire vous avez des auteurs qui vendent beaucoup, mais qui font globalement plutôt toujours la même chose, avec notamment des flics récurrents, des héros récurrents. Et globalement, ils sont dans quelque chose où le lecteur va retrouver la même chose. Et puis, il y a des auteurs un peu comme moi, mais comme même à la limite Guillaume Musso, qui font plutôt des one-shots, c'est-à-dire des romans généralement assez différents, avec des héros qui meurent à la fin et on s'arrête là. Et ça marche quand même roman après roman. Donc, il n'y a pas de recette. Longtemps, on se disait qu'il faut faire du récurrent. Alors, Maintenant, c'est pas si évident. On a tenté. Quand même, c'est assez fou. Comment vous faites pour sortir un roman par an? Enfin, le rythme est Bah, effréné. on a un Goncourt qui écrit un roman en 28 jours. Donc là, c'est plus long. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle. Moi, mes 10 premiers romans, pratiquement, je les ai écrits en étant prof à l'université. Donc j'écrivais le week-end, j'écrivais l'été, j'écrivais. Et maintenant que je ne fais plus que ça, j'ai l'impression d'avoir un temps infini On peut pour, commencer par là. Un pour hyperactif. écrire. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, puis il y a une urgence. C'est-à-dire quand on a écrit depuis toujours et très jeune, on écrit dans l'urgence. Moi, je ne sais écrire que dans l'urgence. Je sais écrire que si j'ai une demi-heure et je ne dois pas perdre une minute. Quoi. Et du coup, ça permet de gagner du temps. Est-ce que vous avez peur de l'échec, Michel Bussy? Est-ce que, quand même, avec tous les chiffres qu'on peut citer, sans traduction, 35 langues, 1 million d'exemplaires, est-ce que vous avez quand même l'angoisse de l'échec à chaque nouveau livre? Oui, bien sûr. Surtout Quand que même. quand on essaie d'être original. Par exemple, ce roman, Le Soleil redouté, pendant au moins 9 mois, j'ai cru que ça ne marcherait pas.
Voilà, il y a une manipulation et quand je le faisais lire, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que les gens ne tombaient pas dedans, enfin comprenaient ou comprenaient rien, enfin ça ne marchait pas. Donc il a fallu vraiment des couches d'écriture successives pour qu'à un moment donné, le petit miracle se produise et que les planètes s'alignent. Et entre guillemets, là on ne touche plus à rien parce que, voilà, on va dire 9 lecteurs sur 10 je vous confirme que ça marche. filent là où exactement... Vous avez un panel de lecteurs à qui vous faites lire avant, des copains, il a dit, tu comprends mon intrigue ou pas, c'est ça? Oui, et sur ce roman, c'était encore plus important. Et ce qui était terrible, c'est dès qu'on bougeait quelque chose, il fallait qu'il y ait des lecteurs derrière. Donc avec mon éditeur, on avait prévu comme ça des strates de lecteurs, parce que si on bougeait, on corrigeait, donc on bougeait des choses, dire ah ouais, mais peut-être que là, ça va modifier. C'est comme en télé en fait. On fait des numéros 0, vous faites des livres 0, et quand il est bon, vous sortez les livres. Mais il y a un petit côté engrenage. On s'en remet pas au hasard, Yann. Buster Keaton faisait ça pour tester ses comédies. Moi, je pense que on dit toujours qu'il y a 2 formes de littérature, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a certains livres pour lesquels les personnages sont plus importants que l'action, d'autres pour lesquels l'action est plus importante que les personnages. Et il y a un livre que j'adore, qui est Le Vicomte de Bragelonne, de Dumas, où l'action et les personnages sont à équidistance. Et je pense que vous êtes pile dans cette lignée-là, et aussi, je dirais, dans la lignée de Pierre Benoît. C'est-à-dire que moi, je n'exclus pas que dans 50 ou dans 100 ans, vous soyez parmi ceux qui vont véritablement rester, comme aujourd'hui, Pierre Benoît est devenu une idole des gens hyper lettrés, alors qu'on se moquait de lui lorsqu'il a sorti ses premiers livres. Et je crois qu'avec une grande humilité, une grande discrétion, vous faites les livres qui vous ressemblent, où la psychologie des personnages est aussi importante que l'action, et peu importe que vous ne vous inscriviez pas dans la lignée de Joyce ou de Solers, qui ont fait autant de bien à la littérature qu'ils ont fait de mal d'ailleurs, parce que la littérature est devenue un laboratoire d'expérimentation, et s'il y a bien quelque chose qui vieillit extrêmement mal, c'est la littérature expérimentale. Donc il faut également beaucoup de modestie quand on vous lit et quand on vous juge, parce que en littérature, par définition, personne n'a la science infuse, ce n'est pas une science. Pour faire court, moi je vous aime bien. Merci. Mais est-ce que vous pensez à la postérité quand même? Est-ce que c'est quelque chose qui entre en compte pour vous? Vous dites qu'est-ce qui va rester de moi dans 100 ans ou peu importe. Alors s'il y a bien un truc dont on ne peut pas calculer, c'est bien la postérité. On peut se dire, j'espère que dans 5 ans, dans 10 ans, ça marche encore. Alors là, la postérité, non, vraiment pas. En plus, c'est très compliqué quand on écrit, alors, je ne sais pas si c'est écrit du roman policier, du suspense, mais il y a tout et son contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par Maurice Leblanc et Arsène Lupin. Tout le monde était persuadé que Maurice Leblanc disparaîtrait 30 ans après sa mort. Enfin, que c'était, pour le coup, de la vraie littérature populaire. Et aujourd'hui, Arsène Lupin est lu dans les écoles. Ce qui est marrant pour distinguer les deux littératures, c'est que lui, il a disparu, pas son héros. Ah ouais. Alors que Malraux, il n'a pas disparu, mais ses livres ont disparu. Donc, dans ce qu'on appelle la vraie littérature, c'est les noms qui restent, et dans ce qu'on appelle la moins bonne littérature, sont les livres qui restent. Donc, peut-être que la moins bonne littérature officielle est la vraie. Je ne sais pas, moi, ce débat m'intéresse beaucoup parce que je suis toujours frappée de la condescendance et du mépris extrême qu'il y a dans les médias à l'égard des vendeurs de best-sellers. C'est-à-dire qu'on les méprise un petit peu, on les invite pas parce qu'ils vendent assez comme ça. Pas ici, vous voyez. Non. Pas ici, effectivement, donc bravo de l'avoir fait. Qu'on aime ou pas vos livres, il faut reconnaître que vous savez raconter des histoires. Voilà. Ouais. Oui, merci pour tout. J'aime pas le mépris, voilà. J'aime pas ce mépris germano-pratin qui fait que, voilà, on prend ça avec des pincettes. Je sais pas s'il y a... Enfin, oui, il y a une forme de différenciation, mais plus que le mépris, il y a une forme d'indifférence. C'est-à-dire que, et ce qui est curieux, c'est que les lecteurs qu'on rencontre sur les salons, dans les librairies, etc., eux, souvent, effectivement, sont souvent de très grands lecteurs. C'est-à-dire qu'ils avalent énormément de livres et ils ont une espèce de connaissance encyclopédique qui va, effectivement, des derniers romans primés à dernier fil-goût du polar. Et c'est assez extraordinaire qu'on ne retrouve pas forcément ça dans les émissions culturelles, cet éclectisme. Les grands coupables sont les prix littéraires. Tant que quelqu'un comme vous n'aura pas le Goncourt ou le Renaudot, ce clivage existera. C'est juste. Il faut qu'un jour, Guillaume Musso et vous ayez le Médicis ou le Renaudot, le Goncourt. Et ce jour-là, il y a de l'air qui va se créer. C'est un peu le même statut que les comédies au César. Et, les comédies au César, le théâtre privé, théâtre public, d'ailleurs, au Molière, on est obligé de faire 2 catégories pour gagner. C'est pas normal. Avec une petite nuance. Shakespeare faisait les deux, lui. Avec une petite nuance, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que je mérite le Goncourt, le prix Médicis, etc. C'est pas le but, je suis déjà connu, je vends déjà beaucoup de livres, donc c'est vous avez pas un nombre de prix incalculable. Au-delà de votre exemple. Mais que ces prix récompensent des nouveaux auteurs, des nouveaux talents. Ça, je suis persuadé. Que des auteurs qui vendent beaucoup n'aient pas les faveurs des médias, n'aient pas de prix. C'est pas grave, je veux dire... Si, c'est grave, parce que ça veut dire que le prisme est simplement celui de l'envie, éventuellement de la jalousie, et non pas de la qualité intrinsèque du livre. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a du succès est douteux. Or, on voit très bien au cinéma, tu le sais, souvent les auteurs de cinéma les plus radicaux finissent toujours par avoir du succès quand ils insistent dans leur art, sans faire de concessions.
Je cherche ce nom de réalisateur espagnol. Almodovar. 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 Par exemple, il n'a jamais craqué et à force, le public a fini, lui, par craquer. Alors, Michel Bussy, je voudrais terminer par une dernière question qui rejoint notre débat, qui le prolonge. Peut-être un mot sur la mort de Mary Higgins Clark. Alors, elle, c'était auteure très, très populaire. Elle avait gagné un surnom, reine du suspense. Est-ce que vous avez des influences de ce côté-là aussi, du côté anglo-saxon? Vous êtes plutôt amateur de polar français. Qu'est-ce que lit un auteur de polar comme vous? Est-ce qu'il lit Mary Higgins Clark? Alors sur Mary Higgins Clark, c'est terrible, je l'ai jamais lu, je crois. Il y a une Radon fois, et il y a au Joyce. moins 30 ans. Et donc tout le monde m'a appelé en disant, mais il faut que tu lises quelque chose sur Mary Higgins Clark. Je l'ai jamais lu, donc c'était assez gênant. Mais par contre, j'ai lu énormément Agatha Christie. Alors voilà, donc qui pour moi a inventé beaucoup de genres. Peut-être que Agatha Christie avait ce côté ludique. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une construction, et c'est moi ce que j'aime souvent dans mes romans, qui peut être ma marque de fabrique, c'est le twist, alors que Mary Higgins Clark était peut-être plus dans l'ambiance. Le twist, c'est les retournements de le situation, retournement de situation. enfin, une péripétie totalement inattendue. Donc on est quasiment dans l'exercice de style, dans un jeu de manipulation. Alors que Mary Higgins Clark, c'est plus dans l'ambiance, dans l'atmosphère, donc on est plus aux confins du thriller, me semble-t-il, que vraiment de l'effet de surprise. Michel Bussy, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'Au Soleil redouté, votre dernier roman, est paru aux presses de la Cité et on lui souhaite le même succès que les précédents. Merci beaucoup, Michel. Merci.